Bonsoir tout le monde, c'est Jack. Aujourd'hui, on réac à une vidéo d'Ami Story. La culture du vide nous rend-elle stupides? N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si la vidéo vous plaît. Merci. C'est parti, let's go! Ah non, mais lui, je le vois partout. C'est vraiment un malade. Lui, vraiment, il est grave. Lui, je le connais pas, mais il est malade aussi. Oh, le dentiste, il fait flipper, il coupe tout le visage de la personne. Oh. est aux arrivants. Envoie l'assaut, Mokhtar. Je peux pas, je suis au mitard. Ah, dégueulasse. Des toilettes qui chantent qui font plus de vues que des années de travail journalistique. Des personnages générés par IA ultra violents, aux paroles incompréhensibles, que les enfants récitent par cœur comme un langage parallèle. Une blague sexuelle absurde, sortie de nulle part, qui fait passer son autrice d'une totale inconnue à une super Ouais, ça, j'avoue, c'est une dinguerie, elle, ce qu'elle a fait et le buzz qu'elle a eu derrière. C'est fou. star à la tête d'un business de plusieurs millions de dollars. Bienvenue dans la culture du vide, considérée comme la spécialité des réseaux sociaux. Autrement dit, des contenus creux, absurdes ou volontairement choquants, pensés uniquement pour capter notre attention et nous maintenir scotchés à nos écrans comme des zombies, sans nous apporter aucune réelle valeur. Ce type de contenu, on appelle ça du brain. Le requin en moto portait des sneakers géantes, une banane chimpanzé, un bâton anthropomorphe baptisé Tung Tung Saour et Mark Zuckerberg planté sur un corps de poulet. Waouh. Rot. Autrement dit, du pourrissement cérébral. À cause des réseaux, t'es sûrement victime de la pourriture cérébrale. Ça a pris Carrément, brain rot, bah oui, pourriture cérébrale, la vache. une telle ampleur que brain rot a été élu mot de l'année par le dictionnaire Oxford en 2024. Et depuis, le phénomène ne fait que s'intensifier. On trouve des jeunes qui répètent en boucle des mots qui ne semblent avoir aucun sens. Allez toi, c'est tripi, voilà. Des créateurs qui jettent volontairement des kilos de nourriture pour provoquer des réactions, ou encore des gens qui se filment en train de Ah non, mais lui, il est malade en plus dans les transports en commun, dans les lieux publics, il fait chier tout le monde. Je sais pas comment les gens ils l'ont pas tapé ou qui s'est pas passé des dingueries avec lui. s'humilier, de crier, de pleurer, ou de se mettre volontairement en danger juste pour quelques vues. Et si en voyant ces vidéos, on peut se dire « Oh, ça va, c'est juste du divertissement. Je regarde 2 ou 3 réels marrants, une trend, un mème, y a rien de bien grave. » Le truc, c'est qu'à force d'en regarder juste un de plus, on se retrouve plongé dans un flux constant qui épuise notre attention, réduit notre capacité de concentration et rend notre effort mental de plus en plus difficile. Et pendant qu'on est trop occupé à scroller à l'infini, de plus en plus d'experts tirent la sonnette d'alarme. Psychologues, médecins, chercheurs, tous alertent sur les conséquences dangereuses de cette culture du vide qui se propage de jour en jour. Je dirais que ces vidéos, elles vont provoquer une fragmentation de l'attention. Même le pape s'en est mêlé, en priant ses fidèles de faire attention au pourrissement cérébral. Alors, comment ces contenus considérés vides ont envahi les réseaux sociaux au point de devenir la norme? Pourquoi les jeunes adorent ce contenu brain rot au point de vouloir porter des t-shirts à son image? Et surtout, ces contenus sont-ils vraiment en train de lentement pourrir le cerveau de millions de personnes à travers le monde? Cette jeune fille d'à peine 20 ans s'appelle Hailey Weish. En 2024, elle marche tranquillement dans son quartier à Nashville quand elle se fait interpeller par un micro-trottoir. La question est volontairement sexuelle et provocatrice. Quel est le mouvement au lit qui rend un homme fou à chaque fois? Voilà sa réponse. Oh, you gotta give him that hawk too and spit on that thing. You get me? Si ça vous parle pas, Hawk-toi, c'est le bruit d'un crachat, et je pense que vous voyez à quel acte ça fait référence. En soi, c'est juste une réponse lancée sur le ton de la blague, comme il en existe des milliers sur internet. Sauf que cette fois-ci, la vidéo devient virale.
très viral. En quelques jours, l'extrait est partagé partout. Des dizaines de médias en parlent, Hailey est rebaptisée la Hokchua Girl, et sa phrase devient un mème mondial, répété, remixé, détourné à l'infini. Dans la foulée, elle crée un compte Instagram qui dépasse les 2 millions d'abonnés. Elle vend pour 65 000 $ de casquettes avec sa punchline imprimée dessus, et surtout, elle lance une crypto-monnaie à son nom qui atteint une capitalisation estimée à près de 500 millions de dollars. Enfin ça, c'était avant que la crypto s'effondre brutalement, engloutissant avec elle des millions de dollars investis par des particuliers. Ce qui est fou, c'est qu'il faut quand même rappeler que tout est parti d'une simple phrase dite au hasard dans la rue. Et le cas d'Hailey n'est pas une exception. Elle est surtout le symptôme Waouh, le citron qui mange un citron. Waouh, c'est une dinguerie, c'est une sorte de cannibalisme. C'est fou. parfait de ce qu'on appelle cette culture du vide. Une culture où l'insignifiant devient viral, Être homme qui danse, ça c'est marrant par contre. où une blague devient une marque, où une attention fugace se transforme en business, et où la valeur d'un contenu ne se mesure plus à ce qu'il raconte, mais uniquement à l'ampleur de la réaction qu'il provoque. Oh, te quiero tanto. Glup, 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 glup. Oh, delicioso. Glup, 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 glup. C'est comme ça que certains créateurs de contenu se sont mis à cartonner avec un concept dérangeant, le gaspillage de nourriture. Pizza dough, pizza sauce, mozzarella, pepperoni, perfect. Lui, c'est Wazil Daoud, un TikToker américain. Il est devenu connu pour un type de vidéo qu'il appelle le food dumping, soit en français, jeter de la nourriture. Et on peut le prendre au sens propre comme au figuré, parce qu'à chaque fois on peut le voir renverser d'énormes quantités d'aliments de manière complètement absurde, juste pour intriguer, choquer, et comme ça faire des vues. Ice cream, chocolate syrup, sprinkler. Perfect. Et c'est pas le seul, puisqu'en voyant son succès, d'autres créateurs ont repris son format. Spaghetti sauce. En fait, jeter, abîmer ou consommer de la nourriture dans l'excès, simplement pour déclencher des réactions, c'est devenu une véritable tendance. Par exemple, cette TikTokeuse avait fait scandale en se filmant après avoir commandé une énorme quantité de nourriture qu'elle allait bien sûr pas consommer. There was 2 of us and I think I ordered for like 45 people. Ses fans ont été tellement choqués qu'elle a fini par supprimer sa vidéo. Encore pire pour Charlie Smith, qui a été arrêté après avoir posté un TikTok où il vaporise de l'insecticide sur des produits de supermarché pour faire des vues. Là encore, le Ouah, quel enfoiré. Mettre de l'insecticide sur les produits de supermarché pour des vues, c'est vraiment un enfoiré. TikTok a été supprimé. Et on comprend pourquoi. Il a quand même vaporisé un produit hautement toxique, mettant en danger les clients du supermarché. Alors oui, je doute pas que ces contenus puissent générer de l'argent. Mais heureusement, il y a d'autres moyens pour lancer son propre business. Moi, ça a été la création de contenu sur YouTube. Vous, c'est peut-être du e-commerce, de la prestation de services, peu importe. Dans tous les cas, on arrive toujours au même point, celui de devoir officiellement créer son entreprise. Personnellement, j'ai dû passer ce cap important il y a quelques mois, et j'avoue que ça m'a stressée. J'ai déjà tellement de boulot avec les vidéos, je me suis dit que j'arriverais jamais à faire toutes ces tâches administratives en même temps. C'est là que j'ai découvert qu'on peut être accompagné gratuitement dans la création de notre entreprise par Conto. Conto, c'est une boîte française qui Bon, accompagne on déjà... va passer la sponsor. Je vous présente le brain rot italien, qu'on peut traduire par le joli nom de pourriture de cerveau italienne. Waouh. Ces vidéos ont envahi les feeds TikTok, Instagram et YouTube de millions de jeunes début 2025. Et elles cartonnent avec des millions de vues au compteur. Et franchement, j'aimerais bien essayer de vous expliquer le concept. Mais c'est super dur parce qu'en fait, ça n'a strictement aucun sens. Regardez par exemple cette vidéo d'un éléphant géant avec des pieds de cactus qui se fait encercler par la police. Oh non, la polizia, non. On peut justement limite dire que c'est ça le concept, créer des vidéos complètement absurdes. Mais contrairement à ce qu'on peut penser au premier abord, il y a quand même un fil conducteur. En gros, c'est des images générées par l'intelligence artificielle qui représentent des sortes de personnages hybrides. On a cette femme à la tête de cappuccino, cet avion crocodile ou encore ce requin qui porte des Nike. Et chacun porte un nom aux sonorités italiennes. Voici Ballerina Cappuccina, Bombardiro Crocodilo et Tralalero Tralala. J'ai vraiment l'impression de parler une autre langue. Pour rendre ça encore plus bizarre, dans ces vidéos,
Tout ce beau monde ne prononce jamais de vraies phrases, uniquement des bruits assez caractéristiques. Sahur. Tung 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 sahur. Ta 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 ta. Sahur. Toc 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 sahur. Alors oui, ça paraît pas voler très haut, et on peut se dire que c'est pas si grave. Si ça plaît, pourquoi pas? Surtout que les enfants en sont absolument fans. Ces personnages sont devenus leurs icônes, et ils sont capables de ressortir leur nom du tac au tac. La Lili, Laila avec son horloge. Bonekamba la boucloum. Tralalelo tralala. Tonton Saoul. Lili la Lila. Tonton Saoul. Boubou patafine. Capcu hippopotamos. Tralalelo tralala. Chipazini bananini. Et bombadilo crocodilo. Des anniversaires sont carrément organisés pour les enfants à leur effigie. Et quand on scrolle sur TikTok, on retrouve des centaines de vidéos qui reprennent ces personnages. Le problème, c'est qu'elles sont loin d'être aussi innocentes qu'elles y paraissent. Parce que rapidement, voilà ce qui nous est proposé. Oula. Oula. Il est en train de la maltraiter, oh là là. Oh là là. Waouh. Dans cette vidéo, Ballerina Cappuccina, enceinte, se fait battre à mort par un tronc d'arbre. Ici, elle se fait battre à mort par son mari parce qu'elle a tué leur enfant. Waouh. Ah, j'avais pas vu tout ça, moi. J'avais vu les premiers, mais pas ceux-là. Ouais, ceux-là, ils sont choquants. Et là, on la voit triste, obligée de nettoyer les excréments de son mari. Des vidéos comme ça, qui illustrent des scènes très sombres ou violentes, et les présentent comme quelque chose de drôle et de léger, avec des images colorées, des musiques humoristiques et des personnages enfantins, il y en a une tonne. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'elles ne sont pas du tout adaptées à des enfants, alors que pourtant, ils en sont les principaux consommateurs. Regardez cet anniversaire plein d'enfants qui adulent Ballerina Cappuccina. Quel message est-ce que ça renvoie à ces enfants? Que c'est ok de se faire battre? Ces vidéos ne sont pas aussi isolées qu'on le pense. En fait, c'est une véritable série, avec les mêmes personnages qui reviennent et vivent des histoires entre eux. Ces histoires sont même résumées par des influenceurs. Et en fait, ces créatures, on les a créées pour faire des tests. Sauf que là, Tonk Sahur, t'as bien vu que c'est l'ennemi de tout le monde. Alors que tu vois Tralalo Tralala, il sortait avec une meuf que Tonk Sahur était amoureux d'elle. C'est Tralalira Tralalota. C'est un requin mais femme, ok? Ça a pris une telle ampleur J'avoue, quand le gars il l'explique, c'est un truc de dingue en fait. Qu'il y a des vidéos YouTube avec des millions de vues qui répertorient tous les personnages et des dizaines d'utilisateurs qui classent leurs personnages préférés. Mais alors, d'où ça sort? En fait, c'est très difficile de sourcer précisément les origines du phénomène. Sur Wikipédia, on voit que les comptes qui ont posté les premières vidéos ont été bannis ou supprimés, donc impossible de vérifier qui l'a vraiment lancé. En réalité, vu que tout le monde peut générer ses propres vidéos avec l'IA, c'est une collaboration de milliers d'utilisateurs. Et si dans un sens, ça peut être cool que chacun puisse y apporter sa patte, c'est aussi tout l'origine du problème. Parce que ça veut aussi dire que chacun est libre d'utiliser les personnages pour leur faire et dire tout et n'importe quoi, et c'est comme ça qu'on arrive à toutes ces dérives. D'après un spécialiste du phénomène interviewé par le New York Times, certaines plaintes ont été émises selon lesquelles certains contenus sont associés à des bandes-sons racistes ou islamophobes. Certaines vidéos mettent en scène Ouais, le Bombardilo Crocodilo, c'est lui qui est dans la sauce. Bombardilo Crocodilo par exemple, et utilise des musiques affirmant que l'avion est en route pour bombarder les enfants de Gaza. Cette traîne qui captive les internautes soulève aussi quelques interrogations. There's another one that is clearly talking about bombing kids in Palestine. Bombardiro Crocodilo. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini. Attendez, je vais vous lire ce qu'il dit exactement. Soulève aussi quelques interrogations. There's another one that is clearly talking about bombing kids in Palestine. Bombardiro Crocodilo, un alligator volant qui bombarde les enfants de Gaza et de Palestine. Paroles haineuses, voire considérées comme racistes par de nombreux internautes. Et un phénomène similaire s'est récemment passé avec le youtubeur Thibaut InShape. Du jour au lendemain, on a pu le voir sur TikTok en train de mettre des tranches de jambon sur un vélo pour servir d'antivol contre les musulmans, soulever une vieille dame et l'acheter dans le mur, et surtout,
dire le mot nul dans n'importe quelle situation. C'est mon nouveau livre, je vous avoue que je dois me livrer. Quand je vais vous dire ça, vous lèverez les mains, j'aime pas les pou pou pou. Mais Thibaut aussi, il est malade. C'est lui qui a consenti à rentrer son visage pour que les gens avec l'intelligence artificielle, ils puissent faire des vidéos Sora sur lui. C'est un peu de sa faute, quoi. Il est prêt à tout pour le buzz, hein. Il se rend pas compte des dérives ou alors il les assume de l'instant que ça lui fait de la pub, en fait. Évidemment, tout ça n'a jamais eu lieu. Depuis qu'il a autorisé n'importe qui à utiliser son image via le générateur de vidéos Sora, n'importe qui peut générer son double numérique pour créer des deepfakes de lui. Thibaut a répondu en expliquant que c'était de l'humour noir et que le filigrane Sora présent sur ses vidéos permettait d'identifier qu'il s'agit de contenu généré par l'IA, mais même comme ça, au-delà des propos dangereux véhiculés, il reste des problèmes réels, puisqu'en rendant son image publique, il a aussi permis la création de deepfakes qui peuvent être utilisés pour arnaquer ou propager de fausses publicités avec son visage et sa voix. L'un des blogueurs les plus populaires, Thibaut InShape, a lancé une nouvelle application qui permet aux Français de devenir très riches. Je suis sûr qu'avec l'application Plinko Driver, tout le monde peut gagner. Le plus frappant avec ces tendances, c'est qu'elles sont loin d'être anecdotiques. Vous vous souvenez de Skibidi Toilet ? Ces têtes qui sortent des cuvettes. Quand même, c'est une dinguerie. Je sais pas si on se rend compte, c'est une tête d'humain qui sort des toilettes et qui chante. Et enfin, ça a pas de sens. C'est grotesque. Et les gens, ils regardent ça en masse. C'est hallucinant. De toilettes et qui chantent, c'est un des exemples iconiques du contenu brainrot. Et si je vous demande de deviner le nombre de vues de cette vidéo YouTube, je suis sûr que vous serez à des années-lumière À mon avis, plusieurs millions, hein. Ouais, plusieurs millions. de la vérité. Elle a fait 62 millions de vues. Ça a tellement Non, 64 millions de vues. cartonné que le mot Skibidi a été intégré au dictionnaire Cambridge en 2025. Et si vous vous demandez ce que ça peut bien vouloir dire, même s'il y a plusieurs sens, il est surtout utilisé comme synonyme d'absurde. Ces contenus sont tellement omniprésents qu'on a pu voir la fille de Kim Kardashian lui offrir un collier en or avec cette inscription, et ces vidéos génèrent même des nouveaux mots et des nouvelles références. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. O-I-A-E-O-I-A-N. Chipapi mouniagnon. Bien sûr, ça donne lieu à plein de parodies. Par exemple celle-ci. POV, t'es en date avec une fille chroniquement en ligne qui ne parle qu'en brainrot. Qu'est-ce que tu racontes? Lerina Cappuccina. Mimi. J'ai non. Tom, Saoud. Mais t'es complètement malade. Ou alors celle-ci. Do you think you could Venmo me for the Starbucks? Kylo, please have mercy, I ain't gonna pay today, I know we. I don't give a fuck. Shut the fuck up. I need some grease my feet. What? I thought you got paid this week. No, it's like, you haven't heard that, like TikTok. No. Bref, le phénomène est absolument partout. Et en soi, c'est pas nouveau que les ados utilisent un argot qui n'est pas compris par les générations plus âgées. On a tous utilisé des mots qui paraissaient tellement étranges que nos parents ou nos grands-parents avaient l'impression qu'on parlait une langue parallèle. Alors faut accepter qu'à notre tour, en vieillissant, on puisse être dépassé. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que vu que certains mots ne veulent rien dire, ils sont maintenant utilisés non pas dans une phrase, mais sans aucun contexte. Il y a notamment des témoignages de parents qui racontent que leurs enfants hurlent des punchlines de Skibidi Toilet ou les noms de personnages de brainrot italiens, comme ça, sans raison. Cet article, par exemple, s'intéresse au phénomène. Pourquoi votre enfant n'arrête pas de crier « Ballerina Cappuccina » ? Je trouve d'ailleurs cet autre article du New York Times assez parlant. Si vous savez ce que signifie le mot brainrot, vous en êtes peut-être déjà atteint. Mais alors, comment on définit vraiment un contenu brainrot ? Les contenus brainrot, c'est des contenus volontairement rapides, absurdes, répétitifs et addictifs. Ils vont souvent utiliser des cuts ultra rapides, des couleurs flashy ou des bruits absurdes pour accrocher l'attention. Et cette course pour capter l'attention, elle s'inscrit dans une tendance plus générale qui a commencé avec ce qu'on appelle la MrBeastification de YouTube. En gros, c'est le moment où toute la plateforme s'est mise à reprendre les codes du plus gros youtubeur MrBeast. Déjà, il y a des titres avec des promesses énormes ou des défis extrêmes. Par exemple, j'ai construit un jet privé de l'extrême. Ou alors, j'ai fait la plus grosse pizza du monde.
Ensuite, on a les montages avec zéro silence et des coupures permanentes. Je vais vous montrer les différences entre ce bunker à 50 millions de dollars, ce bunker à 30 millions de dollars et tout ce qu'il y a entre les deux. En 2023, le cofondateur de YouTube avait lui-même changé la miniature de la toute première vidéo postée sur la plateforme pour parodier cette tendance. Et si elle s'est autant répandue, c'est parce que les algorithmes des réseaux sociaux raffolent de ces vidéos. Vu qu'elles retiennent l'attention, elles gardent les utilisateurs plus longtemps actifs sur la plateforme, ce qui fait qu'ils voient plus de pubs et que les revenus publicitaires augmentent. Alors forcément, beaucoup ont sauté sur la tendance et des entreprises se sont spécialisées dans la création de contenu brainrot. Sauf qu'ils les ont quand même adaptés pour qu'elles demandent beaucoup moins de travail qu'une vidéo à la MrBeast, tout en maximisant l'attention. Ce qu'ils font, on appelle ça du content farming, la production massive de vidéos de basse qualité, conçues uniquement pour générer des vues et des revenus. Et avec le perfectionnement de l'IA, c'est devenu de plus en plus simple. On peut régulièrement tomber sur des comptes qui ne font que ça, comme celui-ci, où on peut voir des vidéos d'un jeune obèse qui s'énerve en jouant aux jeux vidéo et se fait hurler dessus par sa mère, avec plus d'1 million de vues par vidéo. Allez, oui, j'ai gagné. Let's go. Wouhou. Mais tu fais quoi là, Tristan? Tu sautes sur le bureau? C'est rien, maman. Non, descends tout de suite, tu vas le casser, ça coûte une fortune. D'accord. Et range-moi ce bazar après. Non, putain, il campe encore. Oh, laisse tomber. Arrête, ça m'énerve, merde. Gabriel, c'est quoi ce bordel? Il m'a encore tué, maman. Mais t'as pété l'écran, t'es malade ou quoi? Sois tranquille. Tu vas te payer ta... Waouh, c'est une folie que les gens ils regardent des conneries comme ça. C'est hallucinant. En gros, le brainrot, c'est devenu un véritable business. Une enquête menée par le journal Le Monde explique qu'il y a maintenant des formateurs qui vendent des PDF intitulés « Créer et maîtriser votre propre univers brainrot, le guide visuel ultime pour exploser sur TikTok ». Selon eux, les marques paieraient aussi très cher des influenceurs brainrot pour qu'ils créent du contenu viral qui mentionne la marque. On peut prendre par exemple la dernière campagne de Roubet, un casino en ligne de crypto-monnaie. Roubet a investi 48 000 $ pour rémunérer les influenceurs brainrot qui mentionnent le casino. N'importe quel influenceur brainrot peut rejoindre le programme et toucher 2 $ pour chaque millier de vues sur une vidéo. Si on compare avec ce qu'on touche habituellement, c'est énorme. Ce genre de campagne montre à quel point en fait, la qualité du contenu ne compte pas. Tout ce qui compte, c'est sa viralité. Même Yuri Lifshitz, le fondateur de Nîmes, un studio de production de masse de vidéos IA, déclare « Ok, il y a beaucoup de mauvais contenu. Mais il y en a aussi un peu de bon. Et puis, faut beaucoup de mauvais contenu pour apprécier le bon, non ?» Franchement, c'est le même type d'argumentaire que de dire « Ouais, je suis souvent méchant, mais au moins comme ça, t'apprécies les moments où je suis gentil. » Et la conséquence... Moi, j'avoue, c'est chaud en fait. Il dit c'est pas grave s'il y a plein de merde, il y en a quand même des bons, mais s'il y a plus de merde que de bons, bah c'est pas grave. C'est la création d'une culture du vide bourrée de contenus pauvres mais viraux. Résultat, les nouvelles générations passent plusieurs heures par jour à consommer des contenus de plus en plus vides, et c'est pas sans conséquence. Bon, on va être honnête. Est-ce que ça vous arrive de fermer une appli et de ne plus vous souvenir de ce que vous venez de regarder? Vous avez passé 20 minutes à scroller et pourtant, vous êtes incapable de citer une seule vidéo que vous venez de regarder. Tout ce qui vous reste, c'est une sensation étrange, comme si vous sortiez d'un trou noir. Vous vous sentez un peu agité, fatigué, voire vidé. Et là, une pensée vous traverse l'esprit. Mais où j'ai été vraiment pendant tout ce temps? J'étais là, mais sans être là. Est-ce que je suis en train de m'abîmer le cerveau? Ce sentiment-là n'est pas anodin. Et surtout, il n'est pas isolé. Ah ouais, ça en arrive aussi loin pour ceux qui visionnent ces contenus. Ils regardent un contenu et vraiment ça leur brainrot le cerveau. C'est pas des conneries, visiblement. Millions de personnes ressentent exactement la même chose. Alors forcément, une question se pose. Est-ce que le contenu brainrot est vraiment en train de nous pourrir le cerveau? Parce que quand on voit la définition de brainrot sur Wikipédia, c'est plutôt flippant. La détérioration supposée de l'état mental ou intellectuel d'une personne, considérée comme étant le résultat d'une surconsommation de matériel, maintenant particulièrement de contenu en ligne, considéré comme trivial ou peu stimulant. Le psychologue David Levy, chercheur à l'UW eSchool, utilise même le nom de cerveau popcorn pour parler d'un cerveau endommagé par l'utilisation des réseaux sociaux. Carrément, ça endommage réellement le cerveau.
Bah, tu vas me dire, ouais, bon, si c'est sur des enfants qui sont en construction de leur cerveau, et que pendant la construction de leur cerveau, ils mettent des trucs comme ça, ouais, c'est sûr que ça peut leur abîmer. Alors, j'ai voulu poser la question directement à un expert. Et pour ça, j'ai eu la chance d'interviewer Samuel Comblaise, psychologue de l'enfance et de l'adolescence, et directeur général adjoint de l'association e-enfance, qui met à disposition une ligne d'écoute au 3018, dédiée aux enfants, adolescents, parents et professionnels qui ressentent le besoin de parler de violences numériques ou de harcèlement. Pour dire que vraiment les capacités attentives auraient complètement disparu ou qu'elles auraient été vraiment amoindries par ces vidéos, je pense qu'il faudrait que ça se joue sur un temps beaucoup plus long. Or, on est sur des jeunes qui parfois utilisent ces vidéos depuis quand même quelques mois, voire quelques années, mais pas sur le temps d'une vie. Et je pense qu'il faudrait vraiment regarder énormément d'heures par jour et pendant de nombreuses années ces vidéos pour vraiment considérer qu'il y a une atteinte physique, cognitive qui ferait que on est vraiment une baisse des capacités d'attention chez les jeunes. C'est quand même pas tout à fait le cas. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, il explique qu'on ne serait pas en train d'assister à une réelle détérioration de nos cerveaux, dans le sens où ils sont pas en train de vraiment pourrir, comme l'évoque la définition du brain rot. Aucune étude ne montre par exemple un cerveau qui se dégrade, comme c'est le cas dans une maladie neurodégénérative. Personnellement, je trouve ça déjà plutôt rassurant. Par contre, ça veut pas dire qu'il faut se réjouir trop vite, parce que des effets sur notre concentration sont bel et bien observés. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette baisse d'attention chez les jeunes en disant que les réseaux sociaux ont une influence sur leur capacité à maintenir leur attention, notamment à l'école. Moi, ce que je constate, ce serait plutôt où je dirais que ces vidéos, elles vont provoquer une fragmentation de l'attention. On voit, c'est vrai, une génération qui est surchargée en signaux. Les réseaux sociaux montrent énormément d'informations, énormément de contenu, de photos, de vidéos. Je dirais pas que les jeunes sont incapables de se concentrer. Je dirais qu'ils évoluent plutôt dans un environnement qui leur laisse pas beaucoup de possibilités de le faire en même temps. Autrement dit, le cerveau conserve ses capacités, mais il est plongé dans un environnement qui empêche leur mobilisation optimale. Résultat, on assiste à une attention plus superficielle, plus dispersée, constamment sollicitée, et ça a des effets bien réels sur notre concentration au quotidien. Bien sûr, c'est pas vraiment étonnant quand on voit qu'en moyenne, un utilisateur Instagram regarde 177 vidéos par jour. Pour un utilisateur TikTok, c'est 265. C'est gigantesque. Des travaux en neurosciences montrent d'ailleurs que l'usage intensif... J'avoue, en plus, c'est des vidéos très très courtes de quelques... Je crois que c'est 1 minute, donc c'est vrai que ça fait pas longtemps d'attention avant de changer de sujet, etc. d'Internet peut modifier certaines fonctions cognitives, comme l'attention, la mémoire ou les fonctions exécutives. C'est celles qui nous permettent de planifier, d'organiser et de nous contrôler. En 2004, nous avons mesuré la durée moyenne d'attention sur un écran à 2 minutes et demie. Quelques années plus tard, nous avons constaté qu'elle était tombée à environ 75 secondes. Aujourd'hui, les gens ne parviennent à se concentrer sur un écran qu'en moyenne pendant 47 secondes, explique le docteur Gloria Mark, qui étudie l'impact des réseaux sur notre vie. Certaines institutions s'en inquiètent suffisamment pour agir. L'Université de la Sorbonne a par exemple créé des ressources à destination des étudiants pour apprendre à préserver son attention à l'heure du numérique. D'autres études montrent aussi que le fait de changer de contexte visuel et sonore toutes les 10 à 15 secondes, comme c'est le cas dans les shorts ou les réels, empêche la consolidation de la mémoire. Le cerveau n'a tout simplement pas le temps de transformer une information en un souvenir durable. Ce qui amène à une situation assez paradoxale où on consomme plein de contenus, plein d'informations en scrollant ces contenus courts, mais au final, on se souvient de quasi rien. Ça peut même être encore pire dans le cas d'usage problématique ou d'addiction, puisque des études retrouvent même des changements dans la matière grise de certaines zones du cerveau impliquées dans le contrôle et la prise de décision. Alors certes, nos cerveaux ne pourrissent pas, mais nos usages numériques façonnent profondément la manière dont ils fonctionnent. Et malgré que tout ça soit inquiétant, je suis tombée sur quelque chose de très surprenant en lisant des témoignages de médecins. Apparemment, beaucoup de jeunes accros au contenu brain rot en sont fiers. Dans cet article du New York Times, un médecin explique que beaucoup de ses patients semblent considérer le brain rot comme une sorte de badge d'honneur. Certains vont même jusqu'à rivaliser pour avoir le plus de temps d'écran, comme on le ferait pour un record dans un jeu vidéo. Ils en plaisantent, assez lucides pour comprendre que leur usage obsessionnel d'Internet les affecte, mais pas assez pour y mettre un terme. D'ailleurs, on retrouve des dizaines de t-shirts et de sweats avec des blagues sur l'addiction au brain rot sur Internet. Il y a aussi un quiz BuzzFeed qui propose aux internautes de tester leurs connaissances en références Internet.
Et le titre du quiz est assez ambigu. Si tu réussis ce quiz sur le brain rot, c'est que ton cerveau est cuit à 1000%. C'est marrant parce que d'un côté on reconnaît que réussir ce quiz est inquiétant, mais de l'autre, le but c'est quand même d'avoir le plus de bonnes réponses possible. J'avoue, c'est dingue les gens. C'est vraiment une folie où on en arrive maintenant. J'espère que ça va pas continuer dans ce sens-là, parce que là, ça devient grave. Les contenus se sont tellement infiltrés dans leur quotidien qu'en faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur ce site. Mais avant de vous montrer ce qu'il propose, pour que vous compreniez mieux, faut que je vous présente cet exemple typique du contenu brain rot. Alors je vous préviens, ça peut paraître bidon, mais ça cartonne. Le concept, c'est des vidéos qui superposent des extraits du jeu de vidéo Subway Surfer avec des histoires racontées par une voix IA. Je vais vous raconter l'histoire effrayante d'Emma. Il était une fois une petite ville tranquille, nichée au cœur des montagnes. Je suppose que le principe, c'est que cette stimulation visuelle aide les gens à rester sur la vidéo pour moins s'ennuyer que s'ils écoutaient simplement l'histoire. Et justement, le site dont je vous parlais propose aux étudiants de réviser leurs cours avec du brain rot. Le principe, c'est que tu uploads un PDF et le site génère une vidéo verticale avec un extrait de jeu vidéo et ton PDF lu par une voix IA. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est que ça montre que le cerveau de certains étudiants est tellement parasité par le contenu brain rot qu'ils veulent maintenant qu'on leur présente les informations sous cette forme pour les retenir. Okay, you know those Minecraft parkour videos that have like text Ouais, j'avoue, c'est dingue. C'est dingue. over them? Attendez, je vais lire. Je suis désolé, je me suis laissé IA. pris de court. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est que ça montre que le cerveau de certains étudiants est tellement parasité par le contenu brain rot qu'ils veulent maintenant qu'on leur présente les informations sous cette forme pour les retenir. Okay, you know Ok, vous connaissez ces vidéos de parcours Minecraft qui ont du texte dessus. J'ai trouvé ce site. pdf2brainrot.com. brainrot.com. I honestly don't Honnêtement, je n'ai pas la capacité d'attention pour lire tout ça. have the attention span to read all of this. Kind of at my break J'ai atteint mon point de rupture, donc je vais point, so I'm just essayer. gonna try it. Just upload Je mets ça en ligne. this. Welcome to this quick dive into a brief introduction. An influential article by Peter L. Pourtant, les jeunes sont encore plus vulnérables que nous face à ces contenus. Cette chercheuse explique que le cerveau des enfants est encore plus sensible à la dopamine, et donc que le sentiment de récompense quand ils scrollent est encore plus fort que chez les adultes. It's not good for them. Okay. Ce n'est pas bon pour eux. Ok. Yeah, the American L'Académie américaine de pédiatrie Pediatrics came out and said a déclaré qu'il ne fallait pas d'écran avant 3 ans. no screens before 3. And I'm like, Et je me dis, that's still c'est encore jeune. really? Yeah. Vraiment, oui. Because Parce que le cerveau est en plein développement. it's a developing brain and you don't want Et tu ne peux pas que leur attention. Attendez, il y a une faute là dans la phrase. Et tu ne peux pas que leur attention. their attention to require Ah non, et tu ne peux pas que leur attention dépende de toute la stimulation que procure un écran. all the stimulation you get from the screen. Les conséquences de l'exposition des enfants aux écrans sont dramatiques. Une étude sur plus de 7000 enfants a étudié l'impact d'un temps d'écran élevé à l'âge d'1 an. Résultat de l'étude, des retards importants en communication et en résolution de problèmes, visibles dès l'âge de 2 ans. D'autres chercheurs se sont aussi rendus compte qu'exposer des enfants d'1 an et demi aux écrans entraîne des retards dans la maîtrise de la parole. J'avais d'ailleurs creusé en détail les conséquences des écrans sur les enfants dans cette vidéo si ça vous intéresse. L'épidémie des iPad Kids. Le phénomène terrifiant des iPad Kids. Ils sont foutus. Mais le plus étonnant, c'est que même si on a l'impression que regarder ce contenu est relaxant, qui nous permet de nous ressourcer quand on est un peu fatigué, Waouh, c'est une dinguerie. C'est une pomme de terre qui est en train de... Je vais pas vous dire le mot pour YouTube, mais... il sort des rondelles de pommes de terre avec une sorte de sauce de miel, là. Putain, c'est bizarre. C'est malsain, honnêtement. en vérité, il pourrait encore plus nous fatiguer. Est-ce qu'il reproduit ce schéma à l'infini
c'est voilà, cette espèce de vide, ce vide viral, avec des conséquences qui peuvent être profondes. On a des jeunes qui manifestent une forme de fatigue émotionnelle. Ces adolescents vont regarder ces vidéos pendant plusieurs heures, souvent le soir, après l'école. Souvent, c'est des contenus qui vont prendre du temps sur le temps de sommeil ou sur le temps de pause. Et donc forcément, la fatigue va surgir. Les jeunes pourraient aussi perdre le goût de l'effort. Quand il s'agit de faire un effort, l'effort, si on est capable de le faire quand on devient un adolescent ou un adulte, c'est parce qu'on a appris petit à petit, par petites expériences quand on est enfant, que c'est vrai que c'est un peu difficile au début, mais il peut y avoir aussi du plaisir à faire des efforts, et notamment quand on récupère le fruit de ces efforts. Et si on est en permanence face à des contenus qui vont nous empêcher d'apprendre à faire ces efforts, sur un long terme, on peut avoir vraiment une difficulté à faire ces efforts et à y trouver du plaisir. Mais il y a aussi des conséquences beaucoup plus inattendues, des conséquences beaucoup plus globales. Si notre cerveau s'habitue au contenu brain rot, Wow, un lit en œuf sur le plat, là. Wow. alors il y a un risque que la politique, les débats publics et toute la vie sociale soient contaminés. On peut notamment s'imaginer que les politiques commenceront à reprendre des codes des contenus brain rot pour toucher des nouvelles audiences, comme ils se sont déjà très bien appropriés les formats courts. Alors bien sûr, c'est une bonne chose de vivre avec son temps, mais il peut aussi avoir des effets inquiétants. Des analystes ont par exemple découvert des réseaux de Attention, les élections françaises ont été truquées. TikTok en français Breaking news, Marjorie Taylor Greene says et en anglais, qui génèrent en masse du contenu par IA pour produire et diffuser de la désinformation politique. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée, et la possible chute du président Emmanuel Macron. On a aussi vu ensemble que les symptômes du brain rot sont une incapacité à rester concentré et un besoin constant de stimulation. Maintenant, imaginez ces symptômes à l'échelle d'une société. Cette distraction massive risque de créer des populations plus dociles et moins critiques, alors que face à ces contenus de désinformation produits en masse, on a justement besoin de populations plus critiques que jamais. En fait, le contenu brain rot crée un cercle vicieux qui contamine Ouah, c'est fou, lit en pizza, lit en poulet, waouh. petit à petit tous les contenus de la plateforme. Beaucoup de créateurs Lit en œuf. qui cherchent à créer un contenu plus travaillé avec plus de sens se découragent. Sur Reddit, on peut lire des créateurs dire « C'est difficile pour nous qui faisons de gros efforts d'admettre que le brain rot est apprécié par le public. » Alors, pour survivre dans ce nouveau contexte, la plupart sont obligés de s'adapter. Par exemple, on a ce créateur qui dénonce la consommation de réels vides, mais qui le fait allonger sur un skate avec des fraises et de la musique pour capter un maximum d'attention. The cost of distraction is who you could have become. We talk about distraction like it's harmless. Like it's just a break, just a scroll, just a few minutes. But distraction doesn't just... Ah, désolé les gens, j'ai oublié de lire, je remets. Je suis Qui désolé. faisons de gros efforts d'admettre que le brain rot est apprécié par le public. Alors, pour survivre dans ce nouveau contexte, la plupart sont obligés de s'adapter. Par exemple, on a ce créateur qui dénonce la consommation de réels vides, mais qui le fait allonger sur un skate avec des fraises et de la musique pour capter un maximum d'attention. The cost of Le coût de la distraction, c'est qui tu aurais pu devenir. distraction is who you could have become. We talk about On parle de la distraction comme si c'était inoffensif, distraction like it's harmless. Like it's just a comme si c'était juste une pause, just a scroll, un scroll, quelques minutes, a few minutes. But distraction et la distraction ne vole pas que ton temps, doesn't just steal your time. It steals your elle vole ton futur. becoming. On a aussi cette créatrice qui combat le gaspillage alimentaire et qui cuisine pour les gens dans le besoin, mais qui commence ses vidéos par du contenu brain rot pour attirer ses spectateurs. En fait, qu'on l'adopte ou qu'on le dénonce, le contenu brain rot affecte petit à petit tout ce qui est publié sur la plateforme, à tel point que même les contenus qui le critiquent réutilisent certains de ses codes. Évidemment, réutiliser quelques-uns de ces codes ne veut pas dire qu'on fait du contenu vide, mais ça montre que dans un environnement de plus en plus saturé et surstimulant, presque tout le monde doit s'adapter pour réussir à capter l'attention. Même moi par exemple, j'essaye de donner un certain dynamisme à mes introductions, simplement pour montrer que ce que je vais dire mérite qu'on s'y attarde. Et ce phénomène dépasse largement les réseaux sociaux. On peut le voir aussi dans la plupart des documentaires, comme sur Netflix par exemple. Ils utilisent maintenant beaucoup plus de dynamisme visuel et narratif
que dans les documentaires télé d'il y a 20 ans. Et en soi, c'est normal, parce qu'à l'époque, la bataille de l'attention était beaucoup moins intense, donc les formats pouvaient se permettre d'être plus lents, plus contemplatifs, sans craindre pour autant que le spectateur décroche en quelques minutes. On voit bien à quel point l'impact est global, et comment ce phénomène risque de se renforcer à mesure que cette culture du brain rot se démocratise. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir ? Nos marges de manœuvre, partie 3. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, en seulement 7 jours, vous pouvez reprogrammer votre Jérémy Coron, dopamine détox. cerveau pour retrouver un haut niveau de concentration. Dopamine détox, dopamine détox, dopamine détox, une détox de dopamine, dopamine détox. La détox de dopamine. Dopamine détox, c'est le terme à la mode en ce moment sur les réseaux. Depuis quelques années, la dopamine détox est sur toutes les lèvres. Le concept, c'est que... Ah ouais, lui là, ce youtubeur là, Grégoire Dossier, il a un petit air de Valde, je trouve. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, mais moi je trouve. Pendant une période donnée, souvent entre 7 jours et 1 mois, on va s'imposer une sorte de régime mental où on coupe tous les réseaux sociaux, les vidéos, souvent même les écrans de manière globale. Le but, c'est de réinitialiser son cerveau pour briser son addiction à la dopamine et aux mécanismes de récompense activés par les écrans. Et comme ça, on pourrait retrouver de la concentration, du calme et du plaisir dans des activités plus simples. L'idée est de réapprendre à son cerveau à faire des choses difficiles en évitant tout ce qui le distrait au quotidien. Les réseaux sociaux, la malbouffe, les jeux vidéo et le... Alors oui, je suis d'accord, ça paraît difficile, mais les promesses sont folles. Meilleure concentration, plus de clarté mentale, facilité à faire des choses difficiles et plus de bonheur car plus d'ancrage dans le moment présent. Il y a des dizaines et des dizaines de vidéos qui présentent la dopamine détox comme la solution pour casser son addiction aux écrans. Ça semble presque faire l'unanimité chez les coachs ou mentors en productivité. Pourtant, les scientifiques ne vont pas vraiment dans le même sens. On peut notamment tomber sur beaucoup d'articles qui titrent « La dopamine détox ne marche pas. Voilà quoi faire à la place ». Quand une mauvaise compréhension de la science donne naissance à une mode malsaine. Débunker la tendance dopamine détox. Mais alors, pourquoi ? Sur le papier pourtant, ça paraît plutôt cohérent de vouloir couper un peu les écrans pour aller mieux. En vérité, déjà, l'idée de chercher à nous détoxifier de la dopamine est scientifiquement inexacte. La dopamine, c'est pas une toxine à éliminer. C'est une molécule produite en continu dans le cerveau qui joue un rôle central dans la motivation, l'apprentissage et la gestion des récompenses et des risques. Elle est donc pas mauvaise en soi, bien au contraire. Le vrai problème, c'est pas la dopamine, c'est la manière dont notre attention est sollicitée en permanence. Le deuxième point, c'est qu'on nous vend l'idée qu'une coupure occasionnelle, une détox de quelques jours ou quelques mois, nous aiderait à mieux repartir ensuite en souffrant moins des effets négatifs liés à notre consommation des écrans. Mais c'est pas du tout prouvé. Alors oui, arrêter les réseaux et les écrans pendant une courte période de temps fait du bien sur le coup. C'est efficace pour le bien-être immédiat, on ressent généralement moins de fatigue mentale, une meilleure présence et une meilleure concentration. Mais ça veut pas dire que le cerveau a rechargé ou remis à zéro sa dopamine, et que ces effets seront durables pendant longtemps. Il n'existe pas de preuve qu'une vague période d'abstinence donne un effet durable, structurel ou neurochimique significatif. Et enfin, le vrai souci du concept de dopamine détox, c'est qu'il véhicule l'idée que le problème, c'est le divertissement. Et ça, c'est pas vrai du tout. En réalité, le divertissement existe depuis toujours. Et depuis toujours, il a été critiqué. Dans les années 50, on accusait la télévision de ramollir le cerveau. Dans les années 80, c'était les jeux vidéo parce qu'ils rendraient les gens violents. Dans les années 2000, c'était les clips MTV ou les mangas japonais qui abrutissaient les ados. Aujourd'hui, on pointe du doigt TikTok et les vidéos courtes. Chaque époque a trouvé son coupable, mais le fond du problème reste le même. On finit toujours par accuser la distraction elle. Donc finalement, ça veut dire que c'était pas pire avant, alors ça a toujours été mauvais. Même, comme si le fait de vouloir se divertir était en soi quelque chose de mauvais. Et là, vous pouvez... De toute façon, c'est toujours la même chose maintenant, parce que l'activité à l'époque, on va dire intellectuelle, elle disait dans les années 50, c'était la télé, bah ça a toujours été la lecture, en fin de compte, la lecture et se cultiver.
Donc, ça a toujours été la même chose qu'il fallait faire. Vous dire, bah je comprends pas. On vient quand même de voir que certains contenus brainrot pouvaient être problématiques. Et c'est vrai. Mais en réalité, il n'y a pas de contradiction. Déjà, parce que tous les contenus courts ne sont pas vides. Beaucoup informent, transmettent des connaissances, ouvrent des réflexions, ou permettent simplement de souffler. Et surtout, même les contenus purement divertissants, ou même ceux qu'on peut qualifier de brainrot, ne sont pas le problème en eux-mêmes. On a le droit de rire, on a le droit de regarder des vidéos absurdes, on a le droit de se détendre avec du contenu con sans que ce soit grave. Le vrai danger, c'est pas le divertissement, c'est le système qui l'organise. Une économie de l'attention où chaque seconde passée devant un écran est monétisable. Où l'objectif n'est pas de vous apporter quelque chose, mais de ne jamais vous laisser partir. Autrement dit, le problème c'est pas ce que vous regardez une fois de temps en temps, mais la manière dont ces contenus sont enchaînés, amplifiés et rendus quasiment impossibles à éviter. Leur attention, elle est happée, elle est découpée, monétisée, et avec des jeunes qui ont du mal à rassembler dans des moments, je dirais, où il faudrait le faire, je dirais, toute leur capacité d'attention. Le problème, c'est pas d'en regarder, le problème, c'est de ne regarder que ça, ou d'en regarder trop au détriment d'autres contenus qui pourraient peut-être permettre... Voilà, ce qui veut dire, c'est que c'est bien de se détendre, c'est nécessaire une partie du temps, mais faut pas faire que se détendre toute la journée, c'est ça qui est mauvais. Aux jeunes de mieux apprendre ou de se concentrer sur des choses qui peuvent lui apporter, je dirais, un vrai savoir. Et c'est vrai qu'on entend souvent des jeunes dire « je ne regarde que ces vidéos ». Et le plus triste, c'est que ça ne les divertirait même plus tant que ça. Et de plus en plus, je trouve des jeunes qui nous disent « je regarde beaucoup ces vidéos et je m'ennuie ». Je trouve que cette idée que de scroller comme ça à l'infini, avec un vide de sens évident, eh ben les jeunes commencent à le manifester et à nous dire en fait j'occupe le temps mais ce temps il est mal utilisé parce qu'en fait je m'ennuie devant ces vidéos. Et c'est un cercle vicieux, parce que non seulement ce contenu les ennuie, mais en plus, ça baisse leur tolérance à un ennui productif. On va être en permanence sollicité, alimenté. Et c'est vrai que dans les moments où il n'y aura rien à faire, on ne va pas supporter parce qu'on n'aura pas tout simplement été suffisamment entraîné à supporter ces moments où on ne fait rien. Et pourtant, ces moments, ils sont absolument nécessaires, notamment dans la vie d'un enfant et d'un adolescent et aussi d'un adulte, parce que c'est des moments qui sont importants pour se ressourcer, pour réfléchir à ce que l'on est, pour se projeter dans l'avenir. Donc, il faut aussi pouvoir se préserver et se réserver des moments où on ne fait rien parce que c'est utile dans notre développement et pour notre équilibre personnel. Mais du coup, comment résister à cette culture du vide et tenter de reprendre le contrôle de notre attention ? La première idée qui revient souvent, c'est de dénoncer en masse les effets du brainrot. Certains le font, et en soi c'est très bien. Je vais vous expliquer comment le brainrot affecte votre cerveau neurochimiquement et de plein de manières. Le problème, c'est que forcément, ce contenu critique est beaucoup plus plat qu'une vidéo brainrot. Du coup, généralement, ça touche beaucoup moins de monde parce que les gens ont moins la patience de regarder ce contenu lent. L'autre souci, c'est que si vous avez une prise de conscience et que vous décidez de quitter la plateforme après avoir vu une vidéo de ce genre, l'algorithme va donc arrêter de la recommander. Donc la portée reste limitée. Pour contourner ce piège, des utilisateurs ont trouvé un autre moyen de résister. Ils ont créé ce qu'on appelle des Digital Resting Points ou des points de repos digitaux. Ça ressemble à ça. Le principe, c'est de regarder un paysage apaisant pour vous reposer les yeux et récupérer un peu de votre attention en arrêtant quelques secondes de scroller. Là aussi, l'intention est louable, mais il y a quelque chose de complètement dystopique dans ces vidéos. C'est que ça vous pousse quand même à rester devant votre écran au lieu de faire des activités plus ressourçantes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à devenir des zombies qui perdent 2 à 3 heures quotidiennement sur des contenus absurdes ? Heureusement, non. Déjà, on peut choisir nous-mêmes nos réseaux. En fait, ça revient au même de regarder les paysages apaisants et autres qu'elle disait, parce que on reste devant notre écran exactement pareil. Il y a des réseaux qui favorisent le format long, qui est par nature plus lent, apporte plus de profondeur, et est ainsi plus propice à la réflexion. D'ailleurs, je vous le dis jamais, mais ce genre de vidéo nécessite énormément de travail. Alors si vous pouvez prendre 2 secondes pour mettre un petit boost sur la vidéo, pour qu'elle soit plus recommandée, ça me ferait vraiment super plaisir. Une autre technique...
Ah, moi, je vais déjà mettre le like parce que je crois que je l'ai pas mis. Donc, elle fait bien de le dire. Hop, je lui mets son petit like. Le boost, je sais pas exactement ce que c'est, j'ai pas tout compris. Mais voilà, déjà elle a son like. Pour diminuer ce contenu brain rot, c'est de décider sur quel fil vous allez scroller. Par défaut, TikTok ouvre votre page pour toi où l'algorithme vous recommande le contenu qu'il veut. Mais en un seul clic, vous pouvez vous retrouver sur le fil de vos abonnements, donc voir uniquement le contenu que vous avez choisi. J'en ai parlé à plein de proches pour préparer cette vidéo, et chacun a ses techniques. Certains mettent des bloqueurs d'appli, certains rangent certaines applications dans un dossier pour ne pas les voir apparaître et être tentés de cliquer dessus dès qu'ils déverrouillent leur téléphone, et d'autres bloquent les notifications. Perso, je fais partie de cette team. Mais pour autant, je trouve ça important de ne pas diaboliser les réseaux sociaux dans leur ensemble. Je sais que c'est tentant. Dès qu'on voit que quelque chose peut présenter des dangers, on a envie de se dire « interdisons-le ». Mais si on réfléchit bien, à ce moment-là, on pourrait à peu près tout interdire. La voiture, parce qu'on peut avoir des accidents, ou même le sucre, parce qu'il rend addict. En fait, les réseaux sont un... Ah, elle a pas tort, surtout le sucre. Le sucre, vous savez, c'est très dangereux. Le sucre, ça emmène le diabète, ça peut emmener à des amputations. C'est vraiment quelque chose de grave, et c'est aussi addictif le sucre que la cocaïne. C'est choquant. J'avais vu un reportage là-dessus, et ouais, c'est vraiment choquant. outil. Et tant qu'on les utilise intentionnellement, il y a plein de choses à en tirer. Pour moi, gérer le temps d'écran, c'est avant tout une question d'équilibre. Les écrans ne sont qu'une partie de notre journée et j'essaie de les utiliser de manière intentionnelle. Parfois, ce sont des outils utiles, que ce soit pour me donner un moment pour me ressourcer ou pour accomplir certaines tâches. Même si les dangers existent, il ne faut pas non plus dramatiser la situation et céder à la panique. Par exemple, ce graphique du Financial Times est intéressant. Il montre que l'utilisation des réseaux sociaux a atteint un pic en 2022 et qu'elle a commencé à décliner depuis. Encore plus surprenant, les premiers à avoir réduit leur temps d'écran quotidien sont les 16-24 ans. Autrement dit, ceux qu'on accuse le plus d'être accros sont aussi ceux qui commencent à prendre du recul. Cette chercheuse, qui a fait des recherches sur la réception du contenu brain rot, s'est aussi rendu compte que les jeunes eux-mêmes prennent souvent beaucoup de distance avec ces contenus. Ils savent que c'est absurde, ils savent que c'est nul, et parfois c'est justement ça qui les amuse. Par exemple, beaucoup d'adolescents consomment le brain rot au second degré, comme une forme de parodie du vide d'Internet, ou comme une forme de langage entre pairs, sans y adhérer sérieusement. Et de manière générale, beaucoup d'experts s'accordent sur un point. Diaboliser les réseaux sociaux n'aide pas les gens à s'en détacher. Lina Mataille, qui travaille sur ces questions, précise qu'essayer de les faire se sentir mal parce qu'ils veulent utiliser leur téléphone n'est pas la meilleure façon de gérer la situation. Parce que ça fait que donner aux gens envie de le faire encore plus. Ouais, plus on interdit aux gens de faire quelque chose, plus ils ont envie de le faire, c'est l'interdit. Ils sont attirés par l'interdit. En réalité, comme toujours, tout est surtout une question d'équilibre. Rien n'est interdit, on peut tout à fait regarder ces vidéos, c'est pas un problème et ça peut apporter des moments de détente. La question à se poser, c'est est-ce que je suis dans un juste équilibre? Est-ce que ces vidéos ne prennent pas trop de temps dans un déroulement de journée ou dans une semaine globale? Et donc l'idée, c'est de pouvoir... Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, se détendre c'est bien, mais se détendre quand on a fait quelque chose de la journée, pas se détendre toute la journée. Se dire, voilà, est-ce que le numérique, dans ma vie, il n'est pas trop omniprésent? Et s'il l'est, comment je peux réorganiser les choses pour que peut-être d'autres activités qui me sont nécessaires soient davantage incluses dans mon quotidien. Vous ou vos proches n'allez pas perdre des neurones parce que vous regardez quelques vidéos qui ne volent pas très haut. Par contre, il ne faut pas sous-estimer les conséquences de la boucle dans laquelle on peut se retrouver enfermé, comme des difficultés à se concentrer ou une attention fragmentée. Parce que le vrai problème, c'est pas d'en regarder, c'est de ne plus réussir à s'arrêter. Si vous voulez faire comme plus de 600 000 entrepreneurs et créer votre entreprise avec Conto, je vous rappelle que vous pouvez recevoir 50... Bon, ça c'est la collaboration commerciale. Écoutez, très bonne vidéo en tout cas. On se refera des réacs sur cette youtubeuse Amy Story. C'était Jack. Je vous
Très bon visionnage. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez. Merci, à bientôt.